Il y a, je veux dire, au moins autant de choses qui sont totalement fausses dans les médias traditionnels que sur Internet. Mais demain, on peut écrire toutes sortes de choses sur vous, par exemple, sur Internet, et vous inciter les gens à aller s'informer sur Internet. Des choses qui ne seraient pas vérifiées. Ce sera jamais pire que ce qui est dit sur vos antennes. Évidemment, Marine Le Pen a le don d'exagérer, mais on ne peut nier qu'elle touche ici un point très sensible qu'il faut décortiquer. Aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est que l'information est disponible gratuitement sur Internet. Ainsi, tout le monde peut donner son opinion, être entendu, et ayant désormais accès à une myriade d'opinions ultra hétéroclites en temps réel, de plus en plus de Français remettent en cause la version officielle, et plus généralement la façon de faire du journalisme dans les médias traditionnels. On les accuse d'être partiaux, corrompus, contrôlés par des oligarques ou encore racoleurs. Mais si on prend un peu de recul et qu'on essayait de réfléchir un peu plus loin que les médias, c'est de la merde, les journalistes, des salopes. Pourquoi une telle défiance envers les groupes médiatiques ? Toute cette haine envers les journalistes est-elle légitime ? Les JT se sont-ils perdus sur le chemin de la bonne information ? Et plus globalement, peut-on dire que les médias nous mentent ? Paterne Actu, on tire le débat vers le haut, c'est reparti. La charte de Munich, c'est la sainte bible que tout bon journaliste se doit de respecter en tout temps et ce depuis 1971. Toutes les personnes qui gèrent notre information quotidienne promettent de respecter cette charte ou une qui lui ressemble. C'est en quelque sorte le code d'honneur du journalisme qui garantit l'impartialité, l'éthique ou encore la véracité de l'information que l'on reçoit. Mais alors pourquoi une telle méfiance envers des journalistes qui clament haut et fort qu'ils essayent de rester neutres, impartials et de faire du bon boulot ? On va pas se le cacher, la grande majorité des journalistes font ce métier par passion. C'est un métier plutôt précaire et relativement ingrat en soi. Les journalistes, ce sont des hommes comme vous et moi qui n'ont pas vocation à faire de la propagande ou des articles de piètre qualité. En fait, le mal est plus profond. Pour comprendre, il va falloir prendre de la hauteur car c'est le système médiatique dans sa globalité qui est problématique. Je m'explique. Le premier point que l'on doit soulever, c'est qu'aujourd'hui une immense partie des médias français appartient à des gros groupes industriels, qui bien évidemment sont dirigés par des hommes très riches. Quelques exemples concrets, la richissime famille Bouygues avec Bouygues Télécom qui détient le groupe TF1, incluant NT1, HD1, TMC et LCI. Vincent Bolloré via notamment Vivendi qui détient le groupe Canal+, avec C8, C-Star, CNews. Patrick Drahi via Altis et SFR contrôle RMC, BFM TV, Libération et l'Express. Bernard Arnault avec LVMH a des parts dans Aujourd'hui, Le Parisien, L'Opinion ou encore Les Échos. Et un dernier pour finir, Serge Dassault, PDG du groupe Dassault qui a acquis Le Figaro. Alors, on peut continuer comme ça longtemps, et on verra qu'à part les chaînes de télé publiques et quelques journaux, la quasi-totalité des gros médias ont été rachetés par des groupes industriels dirigés plus ou moins par des oligarques. Ça, c'est un fait. À partir de cet instant, il y a deux écoles. Ou bien on saute dans les conclusions hâtives pour faire le buzz en clamant « Les médias nous manipulent, appartiennent tous à des oligarques, on nous ment, les riches fabriquent notre information, c'est eux qui ont fait élire Macron, il n'y a plus de liberté de la presse en France ». Ou bien on essaie de réfléchir, de relativiser, car la vérité, encore une fois, est beaucoup plus nuancée. Premièrement, les oligarques ne contrôlent que des parts d'entreprises, qui ne contrôlent que des parts de médias. En juillet 2016, Martin et Olivier Bouygues ne contrôlaient que 20% du groupe Bouygues, qui ne détenait que 44% du groupe TF1, soit mathématiquement un contrôle direct de seulement 8,8% du groupe TF1. Vincent Bolloré ne détient que la moitié de la financière de l'Odette, qui détient 64% du groupe Bolloré, qui détient seulement 14% de Vivendi, qui détient le groupe Canal, soit un contrôle immédiat d'uniquement 4,5% du groupe Canal par M. Bolloré. Patrick Drahi a le contrôle de 61% d'Alstis, qui contrôle 78% d'SFR, qui détient 49% de News Participation, qui détient 95% de BFM TV, soit mathématiquement 22% de contrôle, et ainsi de suite. Alors, utiliser les mathématiques pour calculer une influence, c'est assez hasardeux, je vous l'accorde. Mais au moins, ça a le mérite de vous montrer que dans la réalité, les oligarques sont très loin d'être seuls aux commandes, dans les gros groupes médiatiques. Dans ce graphique, que je vous mettrai dans la description, vous pouvez voir qui contrôle quoi dans les médias en France en 2016. Ensuite, il y en a comme Serge Dassault et François Pinault qui contrôlent respectivement 100% de leurs journaux, et donc ont un énorme pouvoir d'influence. Dassault ne s'en cache pas, et lorsqu'il a racheté Le Figaro, il a déclaré qu'un journal permettait, et je cite, de faire passer un certain nombre d'idées saines. Là, c'est un problème. On y reviendra plus tard.
Pour les autres oligarques, il ne faut pas nier qu'ils ont un droit de regard plus ou moins important, qu'ils peuvent essayer d'intervenir, mais on est très très loin du patron tout-puissant qui peut décider seul de l'information qui sera diffusée aux Français. Non, mais moi j'en parle de Drahi librement. Oui, vous avez raison. Je veux dire, alors là, franchement, librement. Ouais. Mais est-ce que vous croyez que Patrick Drahi me donne des ordres ? Non, mais je pense... Vous le pensez ou pas ? Mais alors pourquoi les industriels s'intéressent-ils aux médias ? Là encore, à première vue, on aurait envie de dire que c'est pour contrôler l'information, exercer un poids, faire du chantage sur les hommes politiques, forcer les commandes publiques, commander des sondages truqués et ainsi de suite. Quand on voit que Martin Bouygues était un grand ami de Nicolas Sarkozy en 2007, on est en droit de se poser la question. Mais encore une fois, l'immense majorité des oligarques n'a qu'un pouvoir d'influence. Ce sont avant tout des actionnaires qui ne peuvent en aucun cas contrôler directement l'information. Et s'ils ont investi dans les médias, il faut être plus terre à terre, car c'est avant tout pour faire de l'argent en se diversifiant. En effet, les médias audiovisuels se portent très bien. En 2015, seul le groupe TF1 a fait des pertes chez les 10 plus gros groupes médiatiques. C'est un investissement rentable à long terme. Et concernant la presse papier, c'est on ne peut plus logique. Depuis 2008 et l'accès à l'information sur Internet, elle a été bradée. Pour vous donner un exemple, entre 2002 et 2004, Serge Dassault a acquis Le Figaro pour 500 millions d'euros. Quelques années plus tard, Le Parisien et L'Express ont été achetés pour seulement 50 millions d'euros. L'Obs pour une dizaine de millions. Libération pour 25 millions. Un constat s'impose, la presse écrite ne valait plus qu'une bouchée de pain pour des industriels faisant des milliards de chiffres d'affaires. Et ceux-ci vont s'efforcer de rentabiliser leur investissement en annonçant des restructurations, des digitalisations. Ça va leur offrir une relative notoriété pour quasiment rien. C'était LA bonne affaire de ce début de siècle. Mais en soi, l'important ici, ce n'est même pas de savoir qui dirige, mais pourquoi il dirige. Et voici la réponse de Patrick Lelay, ancien directeur de TF1. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. C'est la clé de tous les maux médiatiques. Désormais, les médias, influencés par les oligarques et les nombreux actionnaires, se comportent comme des multinationales qui doivent faire du bénéfice. Ils n'ont plus vocation à donner de la bonne information, impartiale, réfléchie et complète, mais à avoir un maximum d'auditeurs pour vendre au prix fort leur espace publicitaire. Ils doivent faire du chiffre, ils doivent faire de l'audimat, et si les ventes baissent, les rédacteurs en chef se feront taper sur les doigts et devront rectifier le tir en proposant des sujets accessibles au plus grand nombre, avec bien évidemment moins de fonds. Dans l'interview, Patrick Lelay prend ouvertement les gens pour des cons. Mais il est honnête, on ne peut pas lui reprocher ça. Et c'est exactement la même dynamique qui s'est jouée avec la radio Skyrock comme on avait vu dans la vidéo sur le rap français. L'argent est encore une fois le nerf de la guerre, le cœur du problème, et a directement contribué à la médiocrité ambiante de pas mal de médias sur les sujets de fond. Bon, on a vu la théorie, maintenant voyons ce qu'il se passe en pratique sur nos chaînes télé. Voici les 5 biais médiatiques qui rendent l'information que l'on reçoit médiocre. Drame, tragédie, cataclysme, l'enfer sur Terre, JT et émissions télé ne manquent jamais de superlatifs pour capter leur auditoire. Plus l'information appuiera sur la corde sensible, sera émotionnellement forte, plus l'auditeur restera scotché sur son canapé et ne voudra pas zapper. Ça tombe sous le sens. Peut-être vous l'avez remarqué, mais à chaque catastrophe, même minime, il faut la femme qui pleure, il faut les images les plus choquantes, les plus spectaculaires, on a l'impression que tous les jours on bat des records, on atteint des sommets, on est au niveau le plus bas depuis moult années. Le JT, c'est l'art de faire passer une petite tempête pour un ouragan. Exemple flagrant, quand Donald Trump a été élu, on a tous cru que le monde allait s'effondrer. Alors d'accord, c'est un personnage impulsif, imprévisible et sans grande expérience, mais on parle d'un pays qui a élu 2 fois George W. Bush quand même. 9 novembre 38, nuit de cristal. 9 novembre 70, mort de De Gaulle. 9 novembre 1989, chute du mur de Berlin. Ouais. 9 novembre 2016. Ensuite, vouloir toujours montrer des morts, des cris, des pleurs fait qu'on oublie de recontextualiser. Les JT nous donnent une info brute, du jour même, mais elle n'est pas compréhensible si on ne la met pas dans son contexte historique, géographique et culturel. Trop de gens de nos jours pensent que c'est au journal de réfléchir à leur place, mais c'est faux, c'est à nous de faire l'effort. Exemple, si on vous montre H24 des images des militants de Kadyrov en Tchétchénie, torturant les homosexuels, tirant au paintball sur les femmes non voilées, organisant des manifestations anti-Charlie, on peut facilement se laisser tromper et croire que Kadyrov, et indirectement Poutine qui le soutient, sont des monstres de la pire espèce.
Mais si on remet dans le contexte, on relativise, on se rend compte que la Tchétchénie il y a 20 ans n'était qu'un champ de ruines aux mains d'islamistes radicaux et qu'aujourd'hui la région est plus prospère que jamais. À vouloir montrer du sans sas, les journalistes ne prennent plus le temps de tout remettre dans le contexte. C'est un peu comme s'ils voulaient nous expliquer ce qu'est le Grand Canyon en restant le nez scotché à la paroi. Alors il faut prendre du recul, regarder via différents angles d'approche, etc. Pour finir, toujours dans leur quête d'images fortes et puissantes, les médias peuvent travestir l'information. Par exemple, ils peuvent organiser des reconstitutions, et omettront de le signifier. Suivant l'angle de vue, une manifestation clairsemée peut devenir ultra dense, mais surtout, ils sont manipulables par des pros de la communication dont c'est le métier. Regardez ça, c'est l'image qui a fait le tour du globe lors de la chute de Saddam Hussein en Irak en 2003. Voilà comment elle a été prise. C'est en arrivant sur cette place déserte que cette unité a eu l'idée d'abattre la statue de Saddam Hussein pour faire l'image symbole de la guerre. Surtout si les Irakiens la renversaient. Un coup de haut-parleur pour faire venir la population et attirer les journalistes. Un petit attroupement sur la place et le spectacle commence. Aujourd'hui, il existe des pros de la communication dont le métier est de faire dire ce qu'ils veulent aux médias. Les JT voulaient une image forte représentant la prise de Bagdad, ils l'ont eu. Les USA voulaient montrer l'image d'un peuple uni renversant la dictature grâce à eux, ils l'ont eu. Tout le monde sert ses intérêts. Mais ne serait-ce qu'en diffusant ces images préfabriquées, les médias ont accepté implicitement d'avoir été manipulés. Ce phénomène s'est empiré avec l'apparition des chaînes d'infos en continu. Malheureusement, à force de vouloir toujours être le premier à diffuser l'information, on en oublie de vérifier ses sources. On a ainsi, lors des présidentielles, tous les JT qui sont venus répéter bêtement ce que M. Fillon a dit, en annonçant qu'il y avait 200 000 personnes au Trocadéro, ce qui est mathématiquement impossible, à moins d'avoir 9 personnes au mètre carré. Plus grave, comme je l'avais fait remarquer lors de mes vidéos sur la Syrie, les médias ont mécaniquement relayé le chiffre de 450 000 manifestants pour les manifestations d'Homs. Chiffre annoncé indirectement par les rebelles et qui ne peut pas être vrai. Sauf que l'opinion publique internationale s'est mise à croire que tout le pays s'est soulevé d'un seul homme contre le dictateur Assad, ce qui est loin d'être vrai. Cette vitesse, on la retrouve aussi pour trouver des invités, ce qui fait qu'on a toujours les mêmes experts bien pensants à l'antenne. Les médias ne prennent plus le temps de chercher des voix dissidentes. À titre personnel, j'aimerais énormément participer à des émissions d'information, mais on préférera toujours appeler BHL alors qu'on sait pertinemment ce qu'il va dire avant même qu'il arrive sur le plateau. C'est dommage qu'ils ne prennent pas le temps de se renouveler. Et un dernier exemple, l'étude sur les OGM qu'a acheté le Nouvel Observateur. En résumé, le Nouvel Obs a payé en 2012 un monopole pour obtenir en avant-première les images et les conclusions d'une longue étude sur les OGM. Ils sortent un titre qui ne laisse pas place au doute, des images ultra chocs, sauf que, un mois plus tard, l'étude est rendue publique, et on se rend compte qu'elle a été bâclée, que les conclusions sont ultra hâtives et totalement orientées. La revue scientifique Science et Vie les cloue littéralement au pilori, fustigeant le manque de rigueur scientifique. C'est de la désinformation pure et dure, le Nouvel Obs n'a pas vérifié ses sources et pour s'assurer un coup de pub Planète Terre, a diffusé conclusions et images sans preuve à l'appui. À toujours vouloir filmer un reportage original, on finit par ne plus refléter la véritable situation. J'ai rien contre Quotidien, mais faire des reportages sur les groupes de métal ou les filles qui font du skate voilées en Iran, c'est sympa, ça change de l'ordinaire, mais ça ne reflète pas la réalité de l'immense majorité de la population qui est plutôt traditionnelle et religieuse. Mais à force de voir H24 ces reportages, on pourrait croire que tous les Iraniens sont étouffés par le régime et veulent s'en débarrasser. Pareil en Russie, combien de reportages sur les Pussy Riot ? Je veux bien que ce soit symbolique, mais à force de ne voir que ces femmes à la télé, on en oublie presque que ça ne reflète pas la réalité et que Poutine a plus de 80% d'opinion favorable en Russie. Leurs partisans multiplient les actions symboliques. Ce soir, ils sont enchaînés sur un balcon mitoyen au tribunal. Leurs partisans. Ils montent 2 mecs en train de boire une bière. Enfin passons. En Russie, ça n'aurait jamais pris d'ampleur si les médias occidentaux n'avaient pas surmédiatisé cette affaire. De belles filles emprisonnées, des punks, un régime autoritaire et des images à profusion. C'est le combo gagnant pour faire un beau JT bien putaclic. Alors là, c'est du ressenti, donc ce n'est pas une vérité absolue. Même si beaucoup d'efforts ont été faits avec le CSA et le temps de parole pour les candidats à l'élection présidentielle, on peut sentir que les journalistes et surtout les chroniqueurs n'adoptent pas toujours la même attitude en fonction de la personne qu'ils ont en face. Ça coûte combien un porte-avions, monsieur Asselineau ? Il est à côté, et actuellement le porte-avions Charles de Gaulle n'est pas en état de marche. Vous ne savez pas combien coûte un porte-avions et vous voulez en faire construire un ? Oui,
Évidemment, ce n'est pas sérieux de la part d'Asselineau d'oublier ça, mais le journaliste parle à un candidat à l'élection présidentielle, pas à un enfant de 5 ans. En règle générale, on peut avoir l'impression que les chroniqueurs télé sont moins conciliants avec les candidats et partisans des partis extrêmes. Petit aparté au passage, ceux qui disent Macron candidat des médias, oui, c'est pas faux, mais le principal intéressé est lucide. S'il fait les couvertures de nos journaux, c'est parce qu'il fait vendre. Fillon a aussi eu une excellente couverture médiatique, mais pas pour les bonnes raisons. Donc aujourd'hui, on a des médias télé plutôt centre-gauche, centre-droit, ce qui détonne totalement avec les chaînes populaires YouTube qui sont majoritairement d'extrême gauche. On peut citer Osons Causer, Bonjour Tristesse ou Demos Kratos. Il faut aussi faire comprendre aux gens qui ne jurent que par YouTube que cette plateforme est bien plus orientée que nos chaînes télé et qu'elle favorise encore plus les discours extrêmes pour forcer l'indignation des gens qu'ils partagent et fassent grossir la chaîne. Plus grand monde ne prend la peine de pondérer ses propos, plus personne ne fait preuve d'humilité. Et sur YouTube, on a l'impression d'être entouré d'experts en tout. Mais ça, c'est un autre sujet. Le seul biais médiatique, mais aussi le plus grave, qui n'est pas directement dû à l'argent. Au début de la vidéo, on a vu que le pouvoir d'influence des oligarques était limité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Premier exemple, on soupçonne très fortement Vincent Bolloré d'être intervenu pour empêcher la diffusion sur Canal+ d'un documentaire compromettant révélant l'évasion fiscale du Crédit Mutuel. En effet, M. Bolloré via Vivendi a des liens très étroits avec cette banque. Donc on est en droit de se poser la question. L'enquête aura finalement été diffusée par France 3 quelques mois plus tard, mais quand même. Deuxième exemple, le fait que Dupont-Aignan n'a pas la part belle dans les journaux du Figaro à cause des directives de Dassault. Je cite, « Le boycott de mon journal n'est que la conséquence, parce que je me plaignais du boycott de son journal, de ton attitude contre Fillon. » Alors que NDA se victimise pour gratter des voix, c'est une chose, mais que Dassault admette mettre des coups de pression pour avantager Fillon, là c'est grave. Alors ne tombons pas dans la paranoïa, les oligarques ont un pouvoir d'influence limité, mais n'oublions pas qu'ils en ont. Aujourd'hui, les médias sont des entreprises comme les autres, et leur but ultime, ce n'est absolument pas de proposer l'information la plus complète et pertinente possible, mais de faire de l'audience, puis de l'argent. Une fois ce constat posé, on comprend pourquoi nos JT sont médiocres. Pourquoi on nous bassine tout le temps avec le temps qu'il fait, avec des enquêtes mielleuses sur le chocolat à Noël, avec des reportages sans fond, mais ça ne sert à rien de crier propagande à tout bout de champ. De clamer que les médias nous mentent, nous manipulent, que nous ne sommes que des moutons, c'est excessif. Il ne sert à rien de boycotter totalement les médias, mais il faut savoir prendre du recul, remettre dans le contexte, anticiper les biais médiatiques que l'on a vus, chercher des reportages avec du fond et essayer de compléter l'information avec d'autres sources. Voilà comment on s'informe intelligemment. Voilà comment on se rapproche le plus possible de la réalité. Et voilà pourquoi les gens qui regardent H24, BFM TV sont si mal informés. N'oubliez pas, ça n'a jamais été le rôle des médias de réfléchir à votre place. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez vous aussi tirer le débat vers le haut. Partagez cette vidéo à vos amis, mettez un pouce bleu et dites-moi si vous voulez rajouter quelque chose dans le commentaire. Pour la prochaine vidéo, avec l'aide de la communauté Facebook, on analysera la crise des Rohingyas. Donc allez liker la page Facebook Pattern pour participer. Je compte sur vous et on se voit très vite pour cette nouvelle vidéo. Bye. Le monde est un PMU, où n'importe qui donne son mauvais point de vue, où la télé passe des infos déjà vues, pendant que la radio joue des sons qu'on n'écoute même plus. J'essaye de trier entre les snobs pointus et les mongols incultes, je sais plus où cliquer.